Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du trade de Russell Westbrook et de Chris Paul qui voit donc Russell Westbrook arriver aux Rockets. J'ai mis un petit peu de temps à vous proposer cette vidéo, excusez-moi d'être assez occupé et de ne pas avoir tout le temps à consacrer à la basketologie, mais on va essayer de réparer ça, avec une vidéo d'analyse où, en s'appuyant sur un maximum de données, sur un maximum de faits, on va essayer de se projeter et d'avoir un avis éclairé sur cette arrivée de Westbrook aux Rockets. Un trade auquel je ne m'attendais pas du tout. Je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux, je vous en avais parlé en live sur Twitch, parce que je ne m'attendais pas à voir OKC accepter de récupérer l'énorme contrat de Chris Paul en contrepartie du départ de Russell Westbrook. Il faut croire que OKC a vraiment cherché à faire plaisir à son ancien meneur en l'envoyant à Houston dans une équipe où il voulait aller. On récupère au passage des tours de draft, ce qui est toujours bon dans un scénario de reconstruction, et on récupère un Chris Paul qui peut être dans un projet à très court terme d'encadrement ou redirigé ailleurs. On suivra ça dans un deuxième temps, mais intéressons-nous à l'essentiel dans ce trade, l'arrivée de Westbrook aux Rockets, une arrivée qui a fait couler beaucoup d'encre. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que cette arrivée renforce l'équipe? Si oui, dans quelle mesure? Ou est-ce qu'à contrario, on n'est pas en train de faire un petit barnum autour de quelque chose qui, à très court terme et à moyen terme, peut plonger les Rockets dans une situation un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Eh bien, c'est ce que je vous propose de développer. On va, comme d'habitude, s'appuyer sur un maximum de données, sur un maximum de faits, pour avoir un avis le plus éclairé possible, parce que annoncer plein de choses, c'est très bien, le prouver, c'est mieux. C'est le dicton de la basketologie. Alors en 1, le diagnostic, évidemment, parce qu'on peut tous raconter, si on n'a pas en tête le contexte, si on n'a pas en tête cette équipe de Houston au sortir de la saison passée, ça va être très compliqué d'évaluer en quoi Westbrook peut s'intégrer dans le dispositif et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe. Le diagnostic, on va faire simple, les Rockets, l'une des meilleures attaques de la NBA, deuxième meilleure attaque, 17e défense, donc on avait plutôt une problématique de défense à Houston, 28e équipe au rebond. Vraie problématique de rebond qui impacte les qualités de défense, parce que vous pouvez très bien contester les tirs si c'est l'adversaire qui prend le rebond offensif et qui remarque derrière. Votre défense, elle a servi à rien, et on avait une gestion de la balle qui était tout à fait correcte, puisqu'on était seulement la 9e équipe de la NBA en termes de perte de balles. Et quand on voit effectivement la shooting chart de cette équipe des Rockets, on retrouve Houston dans un scénario complètement binaire où le tir à mi-distance n'existe pas, c'est une zone interdite, c'est une zone franche, et où on va effectivement beaucoup tirer à 3 points et chercher à attaquer le cercle, avec des pourcentages au tir qui sont globalement un petit peu supérieurs à la moyenne NBA. Donc on est comme ça dans la recherche des paniers au plus haut pourcentage possible, grâce à la majoration du tir à 3 points ou parce qu'on est tout près du cercle, et on arrive à, dans ces zones à très haut pourcentage, faire un petit peu mieux que la moyenne NBA, ce qui fait que, lissé sur la saison, on est la deuxième meilleure attaque de la NBA. Je vous apprends rien en disant que Houston, c'est la première fréquence de tir à 3 points de la NBA. 52% des tirs tentés par l'équipe sont au-delà de la ligne à 3 points, c'est complètement fou, sachant que le deuxième qui en tente le plus, c'est Dallas, et l'équipe qui a 42%, donc il y a 10 points de pourcentage entre le premier et le deuxième, c'est complètement fou. Et on a la 10e réussite à 3 points, pratiquement 36%. Et on va chercher comme ça un très bon pourcentage en tir réel, en ayant un 3 points qui pèse énormément dans notre rendement d'attaque. Là où c'est plus compliqué, c'est vraiment la défense. Et pour moi, la grosse problématique de Houston au sortir de la saison passée, c'est la défense, où on avait très mal commencé la saison, avec des moyennes de points encaissés pour 100 possessions en défense qui étaient très mauvaises, et on s'est très bien ressaisi sur le post-All-Star Break, après le All-Star Game, où l'équipe s'est remobilisée en défense, et grâce à cette défense retrouvée, a été gagné des matchs et a grimpé comme ça au classement, parce que souvenez-vous, Houston, pendant très longtemps, ils ont gravité plutôt au milieu à l'ouest, et puis ils sont bien repris en défense, et ils ont comme ça été chercher une très bonne place, un très bon classement en play-off. Quelque part, cette défense dégradée
sur la première moitié de saison, sur les 2 tiers de la saison, n'est pas très très surprenante parce que souvenez-vous, il y a 1 an l'intersaison de Houston, on laisse partir Trevor Ariza, on laisse partir Mbah a Moute, 2 joueurs qui contribuaient beaucoup à l'apport défensif de l'équipe. On l'a oublié, mais à l'intersaison de l'année passée, on récupère Carmelo Anthony, donc pour ce qui est des problématiques de défense, eh bien voilà, pas besoin de faire de commentaires, et effectivement, on a une équipe comme ça, qui avait en plus perdu son coach spécialiste défense, qu'on a fait revenir, là, qui est finalement reparti en retraite à nouveau. C'est Dallas, c'est pas Houston, c'est Dallas, c'est un soap opéra cette histoire, mais voilà, en gros, la défense était inégale la saison passée, et sur l'exercice 2017-2018, donc la saison encore d'avant, où les Rockets finissent premiers à l'ouest, la clé de cette première place, c'était la défense. Houston finit premier parce que l'équipe a super bien défendu, parce que la défense était au top. Donc la vraie marge de progression de l'équipe, elle est là sur la défense, en postulat bien sûr d'un maintien des qualités d'attaque qui reste très 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 bonne. Alors, ok. En quoi, du coup, l'arrivée de Russell, de Mr. Russell et Dr. Westbrook, en quoi cette arrivée-là, du coup, bien, peut gommer ces problématiques de cette équipe de Houston? C'est ce que je vous propose de développer dans cette deuxième partie sur l'apport de Westbrook. Alors avec Westbrook, c'est du connu. On a un joueur qui a déjà passé maintenant une décennie en NBA, donc c'est un joueur qu'on connaît, c'est un joueur dont les forces et les faiblesses sont connues, donc un travail de projection peut être assez facile vers cette équipe de Rockets. On n'est pas sur un scénario où on doit analyser l'apport d'un rookie ou d'un joueur qui a qu'une seule saison de NBA. Là, on est sur un terrain beaucoup plus connu parce qu'on a le recul nécessaire. Donc ça va être très 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 intéressant. La première chose qui nous vient à tous en tête, dans une équipe qui tire à 52% derrière la ligne à 3 points, eh bien c'est cette problématique du tir à 3 points. Parce que les Rockets accueillent un joueur qui, la saison passée, était à 29% de réussite à 3 points, ce qui est un pourcentage atroce, ne nous voilons pas la face, et il en tente 6. Donc on n'est pas sur un joueur qui a 29% à 3 points et qui en tente 1 tous les 10 matchs. On est un joueur qui est très maladroit, et qui est dans la quantité, qui en tente beaucoup. Et sur les 2 dernières saisons, il est à moins de 30%. En 2017, il avait eu un très intéressant pic à 34% de réussite, mais on a globalement un joueur qui, en carrière, est à 31% de réussite à 3 points, et un joueur qui en tente beaucoup malgré sa maladresse, ce qui déjà peut nous éclairer sur une forme d'incompatibilité avec le dispositif des Houston Rockets, parce qu'il va y avoir des décalages pour lui, il va se retrouver tout seul à 3 points, il va être tenté de tirer, et la maladresse va être au rendez-vous, ce qui va faire que cette attaque des Rockets va perdre un petit peu en efficacité si on est dans un scénario catastrophe, parce que il remplace un joueur, Chris Paul, qui lui était la saison passée à 36% de réussite à 3 points, donc un petit peu au-dessus de la moyenne NBA et dans la moyenne de l'équipe, qui il y a encore 2 saisons était à 38% et qui en carrière était à 37%. Donc un joueur qui pouvait parfaitement s'intégrer dans ce dispositif Rockets où le tir à 3 points était prépondérant. Donc déjà à ce niveau-là, Westbrook, première interrogation. Mais à la limite, on va se concentrer sur le reste de l'attaque, parce que on peut très bien exister dans une équipe qui tire à 3 points en apportant autre chose. Donc on va se renseigner sur les autres éléments du jeu d'attaque de Westbrook. Et parallèlement, les premières choses qui viennent en tête quand on regarde grâce au play type, c'est-à-dire la répartition de tout ce qu'il est possible de faire en attaque dans le basket, quand on regarde les play types de Westbrook et surtout son efficacité, parce que là on parle de renforcer une équipe qui est déjà très 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 efficace, donc il faut apporter de l'efficacité. Et bien quand on regarde son niveau d'efficacité, et bien sur les 5 choses que Westbrook fait le plus en attaque, il est dans le dernier tiers de la NBA en termes d'efficacité. Donc c'est un impact qui est très 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 limité en attaque. On imagine Westbrook qui court partout, qui finit fort en transition, qui est un joueur qui aime jouer vite. Westbrook en transition, ce qu'il fait le plus, donc
il y a une forme de cohérence. On est en indice 12. On est en indice 12. Ça veut dire que 88% des autres joueurs de la NBA sont plus efficaces que lui en transition. 0,86 points par possession en transition, c'est catastrophique. Merci les pertes de balles. Merci les pertes de balles qui font complètement plonger le niveau d'efficacité de Westbrook en attaque. Sur le pick and roll, porteur de balles, les petites séquences avec Capella, etc. Même si les Rockets, attention, je crois de mémoire, c'est la 24e équipe qui fait le moins de pick and roll en NBA. Donc c'est pareil, c'est pas une transposition qui est forcément évidente, mais même sur le pick and roll, il est très très peu efficace. Sur l'isolation, et on sait que les Rockets sont amoureux de l'isolation, on a un joueur qui a un rendement qui est très inférieur à la moyenne NBA. Bon, le post-up, c'est pas son fond de commerce, donc ne nous concentrons pas là-dessus, même si c'est toujours intéressant d'avoir un arrière qui peut profiter de sa puissance, de sa taille, pour descendre un peu dos au panier et faire une fixation. Il reste les spot-up, donc qui sont les tirs de champ ou les lay-up, c'est-à-dire que décalage sur moi, je déclenche, ou décalage et je vais attaquer le cercle, où il est à 0,95 points par possession dans la moyenne, mais on imagine toujours un Westbrook qui aime tirer à mi-distance, qui est en incohérence avec le jeu des Rockets, où le tir à mi-distance n'est censé ne pas exister, et on a au final comme ça une feuille d'impact en attaque, un apport en attaque en termes d'efficacité, qui paraît effectivement très 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 compliqué si on se base sur ce que Westbrook a apporté la saison passée. Donc, autre problématique, d'autant que si on fait toujours un exercice de comparaison par rapport aux joueurs qui remplacent, on avait un Chris Paul qui la saison passée, eh bien lui au contraire était dans tous les compartiments d'attaque, dans un rendement, dans une efficacité qui était à l'exception de la transition. Il faut croire que c'est la spécialité ni de l'un ni de l'autre, à l'exception de la transition. Eh bien, était bon, voire très très bon, en tout cas meilleur que la moyenne NBA, ce qui est en cohérence avec le rendement offensif des Houston Rockets. Et puis si on voit plus large, en analysant ce que Westbrook peut apporter par rapport à ce que l'équipe au global, dans une approche de tous les joueurs, eh bien, fait déjà, eh bien on se rend compte que effectivement les Rockets, on est dans l'excellence en attaque. On est incroyablement efficace en isolation. Bon, merci Harden, hein. Merci les step back à 3 points en insolence. Mais on est aussi très très bon sur les spot-up, on est très bon en transition, sur le pick and roll porteur de balle. On est aussi très très bon. Bref, dans tous ces compartiments-là où on est en excellence, eh bien Westbrook ne l'est pas du tout. Donc dans ce que les Rockets font majoritairement, et si vous additionnez les 4 premières fréquences, on est pratiquement à 70% de l'attaque des Rockets, et bien dans 70% de l'attaque des Rockets où on est en excellence, on a un Westbrook qui est très 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 en deçà de la moyenne NBA dans ses apports, dans son efficacité. Donc ça peut être vraiment un autre sujet d'inquiétude, parce que si c'est pour récupérer un Westbrook qui affaiblit l'attaque des Rockets, ce qui est quand même la force numéro 1 de l'équipe, on est peut-être en train d'aller sur un sentier vers un chemin qu'on ne souhaitait pas forcément explorer. Et puis, au-delà de ces problématiques d'efficacité en attaque, il y a une problématique de partage du ballon, parce qu'avec l'arrivée de Westbrook, on se retrouve à cohabiter dans la même équipe 2 des 5 joueurs NBA la saison passée qui avaient le plus le ballon en main en moyenne par match et en moyenne sur toute la saison. En effet, Westbrook et Harden, ils ont 2 profils qui sont un petit peu similaires. Alors pas dans ce qu'ils peuvent apporter, pas dans leur façon de jouer, mais dans leur démarche, dans leur approche de la contribution. En attaque, on a 2 joueurs qui sont dans des démarches quantitatives. C'est-à-dire que, certes, on a des stats de mutants quand on regarde la feuille de match, quand on regarde les stats bruts, il y a des stats de mutants, avec un Harden qui met 40 points, avec un Westbrook qui enchaîne les triples-doubles, mais on a ces stats dans des démarches quantitatives. Certes, Westbrook, il fait plein de passes décisives, mais il perd plein de ballons. Certes, Harden, il met plein de points, mais il tente plein de tirs. Donc, avoir 2 joueurs qui sont quelque part dans la même démarche, d'une démarche quantitative avec beaucoup de déchets,
ça peut être une problématique parce que, in fine, il n'y a qu'un ballon sur le terrain. Il n'y a qu'un ballon à se partager sur le terrain. Et vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, avec l'arrivée de Westbrook, Harden, il va faire évoluer son jeu, et il va exister moins la balle en main, plus sur le catch and shoot, c'est Westbrook qui va fixer sur le pick and roll, il va renverser sur Harden, etc. C'est exactement ce qu'il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, je vous expliquais quand les Rockets ont récupéré Chris Paul dans un trade en provenance des Clippers. Je vous ai fait une vidéo, allez la voir, hein, c'est la magie de YouTube, vous pouvez retourner dans le passé, dans votre DeLorean perso, et aller explorer ce qu'on se disait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je vous expliquais dans une vidéo exactement la même chose. J'étais d'ailleurs à l'époque très 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 enthousiaste sur l'arrivée de Chris Paul aux Rockets, parce qu'on sortait d'une année Rockets où, souvenez-vous, Harden avait été décalé en meneur par D'Antoni. C'était la première fois qu'il jouait comme ça, autant balle en main, et il avait fait une saison extraordinaire, une saison vraiment excellente, en étant le joueur qui avait la balle en main, qui était un peu la tour de contrôle, qui fixait, qui distribuait sur les autres joueurs. La problématique, c'est que il y avait beaucoup de déchets dans son jeu, et avec un Chris Paul qui est un extraordinaire meneur en playmaking et qui, pour le nombre de passes décisives qu'il arrive à créer, perd assez peu de ballons, on imaginait très bien que voilà, c'est Chris Paul qui allait fixer, et Harden allait exister plus dans du catch and shoot, plus dans la réception tir, donc il allait avoir moins de déchets, il allait y avoir plus de tirs ouverts pour lui, plus de paniers de clés en main, comme j'aime à les appeler, et on allait avoir une équipe des Rockets comme ça qui allait créer un duo magique où il y avait de la complémentarité, etc., etc., etc. Et puis non, ça s'est pas du tout passé comme ça en fait. Ça s'est absolument pas passé comme ça. Durant les 2 années où Chris Paul a évolué aux Rockets, eh bien, le jeu des Rockets n'a pas changé. Le taux d'utilisation et la façon dont Harden a été utilisé n'a pas changé. Et on a 2 joueurs qui ont cohabité, mais qui n'ont jamais joué ensemble. Ils ont joué l'un après l'autre, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Ce qui, à chaque fois que je regardais les Rockets se jouer, me faisait désespérer, parce que c'était pour moi un gâchis. Tant la complémentarité entre les deux paraissait évidente, c'était un gâchis que les 2 joueurs ne soient pas suffisamment utilisés en complémentarité. C'était en gros, Harden, je fixe, je fais du Harden, et puis pick and roll Capella, ou bien step back 3 points, ou bien je drive et je ressors sur le tireur à 3 points. Et puis quand c'était pas Harden de le faire, eh bien c'était Chris Paul. C'était Chris Paul qui faisait exactement la même chose, avec Harden qui le regardait dans le coin, à 10 mètres, en attendant que ça se passe. Mais les joueurs ne jouaient pas l'un avec l'autre, et cette stat est une aberration totale. Sur l'intégralité de la saison passée, Chris Paul n'a délivré que 39 passes décisives pour James Harden. Ça veut dire même pas en moyenne une par match. C'est absolument aberrant. Et à contrario, Harden, qui a quand même eu un nombre de possessions incalculable et qui a généré un nombre incroyable de passes décisives pour son équipe la saison passée, il n'a fait que 14 passes décisives sur toute la saison passée pour Chris Paul. Il n'y a pas besoin de faire plus de commentaires pour comprendre qu'effectivement ces 2-là ne jouaient pas ensemble. À titre de comparaison, la saison passée, où entre Westbrook et Paul George, il y avait une vraie complémentarité. Westbrook balle en main, jeu fixe et jeu décale sur Paul George qui existait plus en catch and shoot, en réception tir. Westbrook avait généré 162 passes décisives pour Paul George. Donc on en a 34 d'un côté, 162 de l'autre. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que effectivement ce scénario où les Rockets intègrent Westbrook en faisant s'adapter le jeu de James Harden, en le faisant plus exister sur du catch and shoot, ben, ça aurait dû avoir lieu il y a 2 ans et ça n'a pas eu lieu. Et Harden, qui maintenant a pris l'habitude de jouer de cette façon, qui fait des stats de mutant, qui est dans la conversation pour le titre de MVP, je le vois mal faire une introspection et faire évoluer son jeu vers quelque chose de différent maintenant qu'il a connu toutes les gloires et tous les succès possibles en NBA en jouant de cette façon-là. Donc il y a encore une autre interrogation, une autre problématique à ce sujet. Et autre exemple, si vous en aviez besoin, eh bien quand vous regardez les line-up, donc les duos, là on a réduit les line-up à 2 joueurs, les duos côté Houston Rockets, eh bien vous vous rendez compte que le duo Chris Paul, James Harden, donc théoriquement les 2 meilleurs joueurs de l'équipe, eh bien ça n'est pas le duo sur le terrain
qui permet d'avoir le différentiel qualité d'attaque, qualité de défense le plus élevé de l'équipe. Tiens, d'une manière surprenante, le duo le plus efficace sur le terrain pour les Rockets, c'était Chris Paul et Eric Gordon. C'est pas un duo avec Chris Paul en fixation et Eric Gordon en réception tir catch and shoot. C'est pas un duo qui est basé là sur une vraie complémentarité. Et quand on revient un petit peu en arrière, on n'a pas un Chris Paul qui a distribué 107 passes décisives pour un Eric Gordon. On n'a pas là une vraie complémentarité qui a prouvé son efficacité sur le terrain et qui a permis aux Rockets de très bien tourner en attaque tout en défendant correctement. Et bien voilà, cette complémentarité qu'on n'avait pas forcément sur ce duo-là. Et dans les rendements, ça se retrouve. Donc là, il y a une autre vraie interrogation sur l'arrivée de Westbrook. Il y a une adaptabilité des façons de jouer des deux joueurs qui devraient être faites. Elle n'a pas été faite pour Chris Paul. Donc on peut avoir un petit peu de scepticisme à ce sujet, d'autant que James Harden a déjà déclaré, je ne sais pas si vous aviez vu ça dans la presse, que de toute façon, quand il y a du talent, il n'y a pas besoin de faire de gros efforts, les talents s'adaptent aux talents. Voilà. Donc déjà ça en disait assez long sur ce à quoi il fallait s'attendre pour la saison prochaine, et voilà, c'est ce qu'on a vu dans la presse, et c'est ce que tous les fans des Rockets effectivement peuvent objecter. Oui, mais ils vont faire évoluer leur jeu. J'ai envie de dire oui mais non. Quand vous arrivez dans après pratiquement une décennie à jouer en NBA, la capacité à faire évoluer votre jeu, elle est quand même très limitée. Souvenez-vous de l'arrivée de Carmelo Anthony à OKC il y a 2 saisons, où la presse était dithyrambique, où OKC allait être champion, allait détrôner les Warriors. On entendait même des anciens joueurs NBA expliquer à la télé que OKC avait toutes les armes pour battre les Warriors. Ce qui me fait toujours tomber des nues, parce qu'il suffit de simplement se poser la question, et on l'avait fait dans une vidéo pour se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je vous disais à l'époque, attention, l'arrivée de Carmelo Anthony n'apporte rien à l'équipe et pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. On a vu ce qui s'est passé, parce que on s'était dit la même chose. On s'était dit la même chose à l'époque. Ouais, mais Carmelo Anthony, il va évoluer, il va exister plus dans le catch and shoot, il va moins faire d'isolation, il va être mieux servi, il va avoir plus de tirs clés en main, et au final, il n'a pas fait évoluer son jeu. Même chose avec LeBron James qui arrive aux Lakers. On avait fait une vidéo là-dessus, on se posait la question, est-ce que LeBron va s'adapter aux Lakers ou est-ce que les Lakers vont s'adapter à LeBron ? Les Lakers avaient fait le choix la saison passée, non, on n'est pas les Cleveland Cavaliers, on va recruter des joueurs en playmaking, on va jouer d'une autre façon, etc. On a vu ce qui s'est passé. Les Lakers ont fait une saison catastrophique, et là on a tout reconstruit et on a recréé un modèle à la Cavaliers avec LeBron en fixation et plein de tireurs à 3 points. Tout ça pour vous dire que la capacité des joueurs à faire évoluer leur jeu quand ils sont à ce niveau-là, dans la NBA, et quand ils ont joué de cette façon depuis très longtemps, cette capacité elle est très minime. Donc ne comptez pas forcément là-dessus, d'autant que le coach en place est le même. D'Antoni a été reconduit, et il va pas changer tout son playbook, sachant que les Rockets, ça fait 2-3 saisons qu'ils jouent de la même façon. Alors je sais ce que vous allez me dire, je vous entends murmurer au loin, je sais ce que vous allez me dire, ouais mais de toute façon Black, tu viens de nous expliquer que la problématique de Houston c'était la défense. Donc que quelque part les Rockets sont un petit peu moins bons en attaque avec Westbrook, ce qui serait à vérifier évidemment dans les faits, ça peut ne pas être si problématique que ça, parce que ce qui compte c'est qu'ils se renforcent en défense. Et je suis 100% d'accord avec vous, c'est pour ça qu'on va parler maintenant un petit peu de la défense. Quid de la défense? Déjà, souvenez-vous, et c'est imbriqué avec la défense, cette équipe de Houston, elle a une problématique de rebond. Et s'il y a bien un spécialiste du rebond dans la salle, c'est Westbrook, la machine à rebond, puisque effectivement, il est de très loin l'arrière qui arrache en pourcentage le plus de rebonds défensifs de la NBA, 25% de rebonds défensifs, c'est absolument hallucinant. Ça veut dire que quand il est sur le terrain, un rebond défensif sur 4, c'est lui qui l'arrache. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Là, on n'avait mis que les arrières, donc arrière qui prend le plus de rebonds défensifs, et c'est vraiment les rebonds défensifs qui pénalisent cette équipe de Houston, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Et si on prend l'intégralité de la NBA, eh bien on a un Westbrook qui est là, qui est parmi les joueurs qui ont joué au moins 40 matchs, qui est là, donc classé 2, 4, 6, 8, 10, 12e
12e NBA, au milieu de tous les géants de la ligue, au milieu de tous les intérieurs, on a un Westbrook qui, en termes de ratio de rebond défensif, est classé là, devant un Anthony Davis. Vous dites, mais c'est complètement fou. Donc on a quelque part un Westbrook qui est un meilleur rebondeur défensif que Anthony Davis. Oui, mais, c'est pour ça que je ne vous dirai jamais assez dès lors que vous analysez des stats de défense, et quelque part le rebond est une stat de défense, vous ne trouverez jamais une stat seule qui va vous livrer la vérité, qui va faire loi. Les stats de défense, parce qu'on ne défend jamais tout seul, on ne prend jamais le rebond tout seul, ça peut vous paraître une aberration ce que je vous dis, mais on peut réussir à prendre des rebonds parce qu'on a les deux coéquipiers qui ont fait l'écran retard, qui apparaît nulle part dans les stats, mais qui a permis d'empêcher l'adversaire de jaillir, et c'est moi qui ai pu prendre le rebond. Ça aussi, ça compte, et il faut l'intégrer, c'est toujours dans une démarche collective, la défense, pour ça que aller chercher des stats de défense individuelle, c'est toujours très compliqué, parce que c'est une démarche collective. Mais si vous lisez ces stats, d'une manière un peu rapide et précipitée, vous vous dites « Attends, mais Westbrook, c'est un meilleur rebondeur défensif que Anthony Davis », c'est Blake qui me l'a dit, je l'ai vu sur NBA.com dans les stats. Donc, les Rockets qui ont des problématiques de rebond défensif, eh bien, ils vont devenir bien meilleurs au rebond, et ça va gommer leur lacunes. Je vous dis oui, mais. Je vous dis oui, mais. J'ai envie d'être chiant. Je vous dis oui, mais. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur les triples-doubles, où je vous expliquais qu'il y a une explosion du triple-double en NBA, mais que ça ne veut rien dire. Que c'est une stat qui est devenue banale et qui est beaucoup moins révélatrice que ce qu'elle pouvait être dans les années 90 ou encore moins 80. Parce que 84% des rebonds que récupère Russell Westbrook sont des rebonds non contestés. Ça veut dire que le ballon lui est tombé dans les mains et il n'y avait personne d'autre qui était à côté pour éventuellement l'empêcher de récupérer cette balle ou qui était dans la lutte au rebond opposée à lui. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est parce qu'il a une très bonne lecture du rebond et qu'il anticipe et qu'il va là où le ballon va tomber. C'est vrai, il faut une très très bonne capacité d'anticipation pour aller chercher ces rebonds, mais ça veut aussi dire que quelque part, c'est des rebonds qui, s'ils n'avaient pas été pris par Westbrook auraient été pris par un autre coéquipier. Un autre coéquipier sans qu'un adversaire ait vraiment été impliqué dans la lutte. En guise de comparaison, un Anthony Davis, qui est pourtant moins bien classé qu'un Westbrook, c'est du 50-50. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que 50% des rebonds qu'il va chercher, c'est des rebonds contestés. Ça veut dire que si lui n'y était pas allé, s'il ne s'était pas jeté dans la bataille, c'était l'adversaire qui prenait le rebond. Et là, tout de suite, vous vous rendez compte que finalement, la capacité d'apport de Westbrook au rebond défensif, eh bien, c'est un trompe-l'œil. Elle ne va pas forcément renforcer l'équipe. Parce que il va prendre les rebonds de Capella, il va reprendre les rebonds de Harden, il va reprendre les rebonds de Tucker, mais il ne va pas prendre les rebonds de l'adversaire. Et finalement, cette problématique de rebond des Houston Rockets, elle n'est pas solutionnée. Au-delà de la page rebond, intéressons-nous maintenant aux différents critères défensifs. C'est toujours compliqué, je vous le disais, de ramener individuellement la défense à un joueur, mais on va utiliser pour ça les fameux play types, donc la répartition des différentes catégories de défense dans la NBA, et on va comparer ces play types par rapport aux play types de l'équipe de Houston et par rapport aux play types de Chris Paul, le joueur que Westbrook remplace. Et là, effectivement, quand on regarde les stats d'impact défensif de Westbrook, elles sont bonnes, elles sont très bonnes. Et on retrouve le Westbrook avec sa vitesse, avec sa tonicité, avec son envie, qui est en capacité effectivement de très très bien gêner sur le pick and roll, de très bien gêner sur les hand-ups, sur les post-up, sur les sorties d'écran c'est pareil. Bref, on a globalement un Westbrook qui est un bon défenseur, sauf sur la défense des tirs de champ. Et on retrouve le Westbrook qui joue pour les stats. Pourquoi Westbrook est mauvais sur la contestation des tirs de champ? Parce qu'il ne monte pas contesté. Combien de fois on a vu des matchs du Thunder de OKC où Westbrook, il sort pas sur le tireur parce qu'il est déjà en train d'attendre dans la raquette pour aller chercher son rebond. Et ça, c'est absolument explicite quand vous regardez les play types de défense de Westbrook. Regardez sur les spot-up.
Il autorise l'adversaire à 1,16 points par possession. Il a une défense qui est considérée comme pauvre, c'est-à-dire bon, c'est catastrophique, parce qu'il ne monte pas contester les tirs. Sauf que la défense des Rockets, elle s'est fait un nom et elle excelle parce qu'elle est très très bonne sur la contestation des tirs. Donc là, on a un Westbrook qui a, s'il veut contribuer au succès de Houston, a sacrément intérêt à arrêter de jouer pour les stats et à arrêter d'aller chercher les rebonds et à se concentrer sur une vraie défense, sur une vraie contestation, sur une vraie discipline où jusqu'au bout je reste focalisé, ou quand ça change dans tous les sens, parce que la défense des Rockets c'est ça, hein, c'est une défense qui change, je reste mobilisé, je reste bien concentré et je vais bien contester les tirs. S'il ne le fait pas, et bien sur ce que cette défense des Rockets faisait bien, on a un risque de dégradation. Et ça peut être inquiétant. D'autant que quelque part, le joueur qu'il remplace, Chris Paul, avait lui aussi des stats de défense qui étaient tout à fait corrects. Mis à part les hand-off et la défense de l'isolation, où c'était un peu compliqué, je pense notamment à Chris Paul avec son petit gabarit, il se retrouve à changer en défense et à devoir prendre, je sais pas, un Kawhi Leonard ou un Paul George adverse. C'est sûr qu'en isolation, il pouvait être un petit peu mis en défaut. C'est un petit peu moins vrai avec Westbrook, même si en défense de l'iso, il n'est pas non plus top. Par contre, ce que Chris Paul faisait bien, c'est la contestation des tirs de champ. Sur les spot-up, il était très très bon. Là où avec Westbrook, il y a eu une interrogation. Et puis, si on regarde les problématiques de l'équipe, sur les play types, on se rend compte que globalement, l'équipe défend vraiment pas mal. Donc, ça rejoint ce que je vous disais, c'est que la défense des Rockets au global, elle est plutôt bonne. C'est vraiment cette problématique de rebond qui pénalise l'équipe, mis à part la transition. Merci James Harden qui replie pas. Dès qu'il y a une perte de balle, à part sur la transition où on était vraiment en souffrance, 20e équipe NBA, on s'en sort globalement pas trop mal. Donc la conversion de Westbrook dans cette équipe des Rockets sera un succès défensivement s'il y a une remobilisation sur la contestation des tirs et cet abandon de cette volonté d'aller à tout prix prendre les rebonds au détriment de contester les tirs. Parce que ça, regardez, sur les spot-up, les Rockets, ils sont classés 8e, ils sont classés très bons. Ça va faire mal à l'équipe si Westbrook ne perd pas cette habitude-là. Et puis, il y a quelque chose d'autre qu'il faut avoir en tête quand on imagine l'intégration de Russell Westbrook dans cette équipe des Rockets, c'est les pertes de balles. Parce que Westbrook est un joueur qui perd énormément de ballons, il a beaucoup la balle en main, donc démarche quantitative, donc quelque part aussi, il peut être souvent mis dans des situations où je suis pris en faute, et avec James Harden, c'est aussi la même chose. Étonnamment, malgré un James Harden qui a explosé tous les records de perte de balles sur des saisons régulières NBA, malgré un James Harden qui perdait beaucoup de ballons, eh bien on a une équipe des Rockets qui était classée 9e équipe, qui perdait le moins la balle en NBA la saison passée. Donc on s'en sortait très bien quelque part, on était en rigueur, balle en main, côté Rockets. Après cette équipe de Houston, il y a assez peu de circulation du ballon, il y a beaucoup d'isolation. Donc moins vous générez de passes, moins vous avez d'opportunités de faire la mauvaise passe ou la passe interceptée, moins vous avez aussi de risques de perte de balle. Et cette bonne rigueur balle en main des Rockets au global, elle est d'autant plus remarquable que James Harden, à lui tout seul, quand il est sur le terrain, il représente 48% des pertes de balles de l'équipe. Donc un ballon perdu sur 2 par les Rockets avec Harden sur le terrain, c'était lié à James Harden, ce qui veut dire qu'à contrario, les autres joueurs à ses côtés étaient relativement rigoureux balle en main. Vous me direz, ils n'avaient pas énormément la balle en main, donc il n'y avait pas non plus énormément d'opportunités de la perdre, mais notamment un Chris Paul aux côtés de James Harden faisait quelque chose de tout à fait rigoureux balle en main. Et vous voyez où je veux en venir. Le deuxième autre joueur de la NBA qui en pourcentage, quand il est sur le terrain, génère le plus de pertes de balles pour son équipe, et bien c'est Russell Westbrook. Et bien ces deux joueurs-là se retrouvent maintenant à devoir cohabiter dans la même équipe. C'est dans l'histoire de la NBA, sur une saison complète, les deux joueurs qui cumulent le plus de records de pertes de balles accumulées sur une saison régulière, et de très
très très très loin, et bien ces deux joueurs-là doivent maintenant cohabiter ensemble à Houston. Et évidemment que ça va être une problématique, et ça va être une double problématique, parce que, en moyenne, Chris Paul, donc, que Westbrook remplace, c'était 2 pertes de balles par match en moins que ce que Westbrook faisait la saison passée à OKC, donc avec un bien meilleur assist-turnover ratio que celui proposé par Westbrook, même si à 2,41 c'est correct au vu de toutes les passes décisives que Westbrook fait, c'est correct, mais c'est nettement moins en termes de rigueur et d'efficacité impactant que ce que pouvait proposer Chris Paul. Et vous allez me dire, ouais mais bon, c'est 2 pertes de balles, c'est pas grave, 2 pertes de balles en moins, en plus ou en moins, on s'en fout, ça changera pas dramatiquement grand chose. Eh bien, détrompez-vous, 2 pertes de balles en plus en moyenne par match, ça représente, eh bien, du coup, 2 possessions qui finissent par 0 points pour les Rockets. Donc c'est en moyenne 2 fois 1,10 points pour 100 possessions en moins en attaque. Donc ça veut dire qu'on a une équipe de Houston qui passe d'à peu près 115 points marqués pour 100 possessions à 113, et qui du coup passe de la 2e à la 6e attaque NBA, toujours en faisant des travails de projection, et puis 2 ballons perdus de plus en attaque en moyenne par match. Ça impacte aussi votre défense, c'est la double peine. Les ballons perdus, c'est la double peine. Pourquoi ça impacte aussi la défense ? Parce que vous avez une équipe de Houston, souvenez-vous, qui est en difficulté dès lors qu'il s'agit de replier en défense, de défendre le jeu rapide, et si ces 2 balles perdues sont des live ball turnovers, c'est-à-dire que ce sont des balles perdues qui déclenchent derrière une contre-attaque, c'est pas une mauvaise passe qui va en sortir, il y a une remise en jeu, il y a du coup une défense placée derrière. Ce sont des mauvaises passes qui sont interceptées, ou le joueur qui se dribble sur les pieds et ça amène une contre-attaque derrière. C'est la double peine, parce que défendre la transition, c'est beaucoup plus compliqué que d'être sur une attaque placée mi-terrain, et c'est une problématique que les Houston Rockets connaissent bien, puisque en défense placée, vous voyez qu'ils sont classés 11e, qu'ils sont plutôt bons, mais qu'à contrario, en défense de la transition, en défense du jeu rapide, eh bien, ils sont moyens, voire mauvais. Et donc, générer pour eux en attaque plus de pertes de balles, ça veut dire mécaniquement affaiblir encore la défense. Et la défense était déjà en souffrance, était déjà en problématique du côté de Houston. Donc ces pertes de balles supplémentaires peuvent vraiment être très 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 impactantes pour la santé offensive et défensive de cette équipe de Houston. Puis au-delà du sportif où on a déjà soulevé beaucoup d'interrogations, il y a les finances. Il y a les finances où là, du coup, on se retrouve avec Westbrook et Harden qui ont pratiquement les 2 mêmes contrats, en contrat garanti jusqu'en 2021-2022, avec une option joueur en 2022, avec un Capella qui lui aussi pèse là dans les finances de l'équipe, avec finalement, sur les 6 prochaines années, une équipe de Houston qui en gros a disséminé dans la nature un tour de draft sur 2, sauf accident industriel où ils sont dans le top 4 à la draft. C'est-à-dire qu'ils auront fait une saison catastrophique, donc c'était vraiment le scénario de l'apocalypse. Sauf accident industriel, en gros, il y a un tour de draft sur 2 qui est disséminé dans la nature, et on a toujours des bonnes pioches à faire, même en fin de premier tour, avec des joueurs qui ne sont pas payés cher, qu'on a potentiellement pendant 4 ans avec nous, et si on se démerde bien, qu'on les développe bien, on peut en faire des super joueurs. Demandez aux Spurs, ils sont spécialisés là-dedans. Donc on a des finances qui sont un petit peu plombées, on a des tours de draft qui sont dans la nature. Il va falloir vraiment maintenant espérer côté Rockets qu'on va bien avoir l'explosion du salary cap annoncé pour, pourquoi pas, dès 2020-2021, avoir à peu près un peu de budget, ou peut-être dès 2021-2022, avec les fins de contrat de Gordon et Tucker, si on est effectivement sur 124 millions de salary cap, là, avoir encore éventuellement une place pour un très très gros contrat pour renforcer cette équipe, parce que sinon, le roster tel qu'il est dessiné là, avec le triumvirat Westbrook, Harden, Capella,
bah, c'est 80% du cap. Donc après, il faut rajouter des éléments complémentaires autour de ce noyau dur-là, mais sinon les Rockets sont plus ou moins coincés, entre guillemets, dans ce scénario-là. Donc l'heure est venue du bilan. L'heure est venue du bilan de cette arrivée de Russell Westbrook aux Houston Rockets. Vous l'aurez compris, c'est pour moi une arrivée qui pose plus de nouvelles questions qu'elle n'apporte de réponses. Parce que, on l'a vu par A plus B, si on a une transposition du Westbrook OKC vers Houston, eh bien on a un joueur qui ne renforce pas l'efficacité offensive de l'équipe et qui ne renforce pas vraiment les qualités défensives non plus de l'équipe, voire peut-être même qui, par son style de jeu, par ses déchets, peut affaiblir un petit peu plus l'équipe qu'il ne la renforce. Et là, ça serait dramatique, parce que à quoi sert un mouvement si c'est pour qu'au final, il vous affaiblisse plus qu'il ne vous renforce. Et puis, c'était pas sur la ligne arrière que Houston était en difficulté. Quand on regarde effectivement les productions par position et les différentiels, c'est pas sur le backcourt que cette équipe de Houston, elle avait besoin d'être renforcée. Avec Harden, Gordon et Chris Paul, ils s'en sortaient déjà très bien. Et même en imaginant que Westbrook puisse apporter beaucoup plus que Chris Paul, ce qui, on vient de le voir par A plus B, est loin d'être évident, eh bien ça ne gommera pas les autres problématiques de cette équipe de Houston, notamment sur les postes 3 et 4, où là l'équipe est vraiment en difficulté. Un Anthony Davis, un scénario de rêve, scénario impossible et inaccessible, mais un Anthony Davis qui débarquait aux Rockets, je vous aurais dit effectivement là c'est parti. Même quelque part un Tobias Harris avec ses capacités de je peux m'écarter, je peux sanctionner à 3 points, aurait pu apporter une force supplémentaire, une arme offensive supplémentaire à cette équipe, et à défaut de renforcer la défense, pouvait encore maximiser l'attaque. Pourquoi pas? Mais là, c'est très clairement pas une arrivée qui renforce un secteur où les Rockets étaient en difficulté. C'est là où je veux en venir. Donc, quid de la cohérence? Quid de la pertinence? On a un rêve de réunir les coéquipiers des NBA Finals 2012, mais sauf erreur de ma part, si vous voulez reformer l'effectif des NBA Finals 2012, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un au casting, et pas des moindres. On a, comme je l'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, on a un Westbrook qui est bien mieux entouré aux Rockets, qui va pouvoir beaucoup plus exister, qui va pouvoir effectivement plus s'épanouir qu'il ne l'était à OKC. Mais quand on y réfléchit 2 minutes très sérieusement, un Westbrook qui est entouré d'un arrière calibre l'NBA, calibre MVP. D'un intérieur de devoir qui défend, qui prend les rebonds et qui finit fort sur le pick and roll. D'un ailier chien fou de la défense, besogneux qui peut sanctionner un 3 points. D'un backup meneur qui apporte du scoring et des solutions d'attaque. Un coach qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs avec un jeu collectif assez peu encadré et beaucoup de séquences d'isolation ou beaucoup de séquences en freelance. Est-ce que tout ça, ça vous rappelle pas déjà quelque chose? Tout ça, quelque part, c'est du très connu. C'est OKC dans la version sans Kevin Durant, et c'est un OKC qui, malheureusement, ça n'est pas moi qui l'invente, c'est la triste réalité, qui n'a pour l'instant jamais passé le premier tour des playoffs. Des joueurs qui vont faire évoluer leur jeu, eh bien, on a vu à quel point ça n'était pas arrivé par le passé, et à quel point ça peut être compliqué, ça peut être problématique. Parce que là, effectivement, l'arrivée de Westbrook peut être intéressante si on a un Westbrook qui se concentre vraiment sur le playmaking, qui arrête de tirer à 3 points, qui arrête de tirer à mi-distance, et qui va vraiment se focaliser sur je finis fort au cercle, un peu à la Giannis, c'est-à-dire, ou un peu à la Ben Simmons, c'est-à-dire que je sais que je ne suis pas un tireur à mi-distance et un tireur à 3 points, j'arrête de tirer de loin, et je me concentre sur je finis fort en dessous, je tente de provoquer des fautes, et je tire des lancers francs, et à côté de moi, on a un James Harden qui existe un petit peu plus sans ballon, qui attend le renversement, qui attend le catch and shoot et qui sanctionne à 3 points, mais
Une nouvelle fois, on ne l'a pas vu quand Chris Paul est arrivé. Et James Harden, c'est 5 ou 6%, je crois, de fréquence sur le catch and shoot. C'est juste anecdotique. C'est quelque chose de complètement anecdotique dans son jeu, alors qu'il était déjà aux côtés d'un meneur playmaker qui pouvait lui créer des paniers clés en main. Donc pourquoi Westbrook apporterait ce que Chris Paul n'a pas apporté ? Donc ça fait vraiment beaucoup de si. Il faudrait que Westbrook retrouve vraiment de l'efficacité. S'il veut continuer à tirer à 3 points, j'espère qu'il y a un shooting coach aux Rockets qui va pouvoir lui permettre de revenir à 34-35%. Là, ça peut devenir intéressant. Et puis on a un Westbrook qui doit se rediscipliner en défense. Parce que je ne monte pas contester le tir pour aller prendre mes rebonds, ça n'est juste pas possible. Ça n'est juste pas possible si les Rockets veulent espérer rester une défense correcte ou reprogresser en défense. Bref, ça fait beaucoup de si, beaucoup de scénarios, beaucoup d'hypothèses pour l'intégration réussie d'un joueur et pour une équipe qui rebondit et devient meilleure que ce qu'elle n'était avant. Et ça, c'est toujours un challenge parce que les Rockets sortent de 2 bonnes saisons. Et quelque part, est-ce que ce mouvement n'était pas un peu précipité ? Il n'y a pour moi aucune honte à être éliminé la saison passée et être éliminé cette saison par les Warriors. Les Blazers ont été éliminés par les Warriors. Ils ne se sont pas dit il faut qu'on échange CJ McCollum, qu'on monte un trade, qu'on monte un truc. Ils sont restés dans la continuité, ils ont fait 1 ou 2 acquisitions qui semblent renforcer l'équipe, et on repart avec le même groupe. Les Warriors étant affaiblis, on a nos chances. Les Nuggets, ils ont eu un exercice intéressant en play-off. Ils ont été éliminés par les Blazers. Ils ne se sont pas dit faut qu'on change tout, faut qu'on échange Murray ou Jokic parce que ça suffira pas. Les Rockets avaient encore finalement toute la latitude pour attendre une saison de plus dans une conférence Ouest complètement ouverte où les Warriors étaient un petit peu en deçà. Alors certes, il y a plein d'autres équipes qui étaient en train d'émerger, mais les Clippers, les Lakers, les Blazers, les Nuggets, Utah, mais c'était plus que jamais ouvert et quelque part le postulat de la continuité était encore tout à fait possible une saison de plus. Donc voilà, c'est un move qui pour moi pose vraiment beaucoup de questions. J'imagine que vous avez les mêmes questions en tête. La transposition ne paraît pas évidente, elle est conditionnée à plein de choses et in fine, une équipe de Houston qui paraît plus forte avec Westbrook qu'elle ne l'était avec Chris Paul, c'est loin d'être évident, donc on suivra ça de très très près. Ça va être très intéressant de voir si il y a une vraie adaptabilité de Westbrook et Harden, une vraie évolution du jeu des Rockets, ou si on fait comme ce qu'on avait fait avec Chris Paul, c'est-à-dire qu'on change rien et le joueur se glisse dans le moule de l'équipe. On suivra ça de très près. Bon match et bon été à tous.